Bonjour, donc je m'appelle Catherine Larère, je suis philosophe, professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, autrement dit je suis retraitée mais encore active et je m'occupe de questions environnementales depuis bientôt 30 ans et je pense que c'est à ce titre qu'on m'a demandé d'intervenir. Donc sur la question de l'éthique, des inégalités environnementales et de santé, anticiper pour éviter le pire. Donc, pour parler des inégalités sociales, des inégalités environnementales, des inégalités de santé, des problèmes que cela pose, de la façon dont on peut les anticiper, je vais mettre au centre de mon intervention, c'est à la fois de l'actualité et c'est lié à la santé, la question de la pandémie. Et donc, euh, d'abord, je vais commencer à expliquer ce qu'on entend par inégalité environnementale et comment les inégalités environnementales sont aussi des inégalités sociales et des inégalités de santé. Je montrerai dans un deuxième temps en quoi la pandémie rentre dans le cadre des inégalités environnementales, sociales et de santé, et même, troisième temps de cette première partie de présentation, en quoi elles introduisent un élément particulièrement important et particulièrement intéressant du lien entre l'environnemental, le social et la santé. Donc, ce qui m'amènera dans un deuxième temps, après cette présentation, à dire, pour connaître la santé comme une relation vécue à un milieu, c'est ça que je voudrais montrer, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel, et pour anticiper, généralement, on a besoin d'indicateurs. Or, ben, nous n'avons pas les bons indicateurs pour évaluer comment nous habitons la Terre et comment finalement la pandémie et les inégalités de santé sont liées à notre façon d'habiter la Terre. Ce qui m'amènera donc en même temps à me demander de quelle santé parle-t-on et de quels indicateurs, ou plutôt est-ce vraiment d'indicateurs qu'on a besoin. Donc, premier temps, de quoi parle-t-on? Bon, l'expression s'est répandue depuis une trentaine d'années, même une quarantaine d'années maintenant. De quoi parle-t-on quand on parle d'inégalité environnementale? En quoi est-ce des inégalités sociales? Et pourquoi est-ce que la pandémie relève du cadre des inégalités environnementales? Alors, qu'est-ce qu'on entend par inégalité environnementale? On peut dire qu'on peut parler d'inégalité environnementale chaque fois que l'on peut mettre en évidence qu'une population donnée est exposée de façon disproportionnée à des risques environnementaux créés par la société dans son ensemble. Alors ça vaut aussi bien, par exemple, pour le changement climatique, créé anthropique, hein, sans équivoque, a dit le dernier rapport du GIEC, donc créé par la société dans son ensemble, mais en même temps, ce sont certaines populations et certaines catégories de populations qui sont plus frappées. Dans les zones tropicales, par exemple, les populations qui sont plus proches, qui sont sur le bord de la mer, là où la mer monte, là où il y a des cyclones ou des inondations. Et parmi ces populations, c'est généralement les plus vulnérables, donc les plus pauvres, les plus défavorisés et les moins résilientes qui sont les plus frappés. Je vous dis, ça vaut aussi bien pour des catastrophes globales que pour des situations plus locales de pollution, pour des phénomènes essentiellement d'origine humaine, comme des pollutions chimiques, ou pour des phénomènes qu'on peut dire mixtes maintenant, hein, ou hybrides avec le changement climatique, comme les événements extrêmes. Donc, ce que constate la question des inégalités environnementales, c'est que nul n'échappe aux risques environnementaux, tout le monde est affecté, hein, personne n'échappe à la hausse des températures, bon. Mais ces impacts sont inégaux et ce sont, comme je disais, les plus défavorisés économiquement, culturellement, ethniquement, ou bon, d'autres termes qui vous paraissent plus adéquats pour décrire ce genre de choses, parce que ces populations les défavorisées sont les plus vulnérables
et les moins résilientes. On peut prendre l'exemple de l'ouragan Katrina qui a ravagé toute la Nouvelle-Orléans, mais qui a particulièrement atteint les populations afro-américaines ou latino-américaines, qui non seulement habitaient dans les endroits les plus inondables, mais qui aussi n'étaient pas prévus dans le plan d'évacuation de la ville, qui était une évacuation motorisée. Or, ces gens-là n'étaient pas motorisés. Donc, voilà les risques environnementaux de façon générale, et on voit que, bon, ils recoupent des inégalités sociales, mais ils n'affectent pas directement, uniquement les revenus ou le patrimoine, ils portent beaucoup plus sur le bien-être ou la santé des populations qui sont frappées et dont la situation, pour cette raison, s'aggrave. Alors, en quoi est-ce que la pandémie rentre dans cette catégorie? Ben, bon, je pense que vous le savez, il y a une histoire écologique de la pandémie. La pandémie, c'est une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie dont en l'occurrence le virus responsable vit généralement sans difficulté particulière sur des animaux et se propage par accident, se déplace par accident vers des populations humaines qui, elles, sont affectées de façon beaucoup plus mauvaise. Or, nous savons aussi que la pression humaine sur les milieux, en modifiant les écosystèmes, en mettant en cause leur résilience et leur fonctionnalité, en mettant en contact des populations animales qui généralement ne sont pas en contact, ne crée pas ces zoonoses, mais les rendent plus fréquentes et plus graves. Or, bon, c'est de ce point de vue-là, bon, la pandémie dont je viens de rappeler rapidement, le Covid-19, cette pandémie, et on peut dire que c'est un désastre environnemental. En tout cas, c'est une crise sanitaire dont l'origine environnementale et de la détérioration de l'environnement a été mise en évidence, même si on n'en connaît pas tous les ressorts. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on rentre dans la catégorie des affects environnementaux et des inégalités, parce que là aussi, voilà, le caractère récent de la chose nous permet de bien le voir. Nous savons que les populations, d'une part, alors tout le monde a été affecté, je crois qu'il doit y avoir entre presque 200 pays dans le monde, il y en avait 196 en 2015, il doit y en avoir un peu plus maintenant. À quelques exceptions près, tous les pays du monde ont été affectés et avec une très grande rapidité. Pour autant, ils ont été atteints de façon diverse, avec des résultats divers. Et à l'intérieur de chaque pays, il y a eu des atteintes très différentes. Alors, je reprends là dans le livre écrit par Jean-Paul Godillard et deux autres sur finalement de réflexion sur la pandémie. Je reprends la façon dont ils caractérisent à la fois la diversité et l'inégalité des affects, quand ils disent les salariés et salariés peu qualifiés, les femmes, les personnes racisées, les personnes non valides, les personnes âgées, celles souffrant de troubles psychiques, ont été plus fortement touchées. Donc, il y a eu des populations plus atteintes. Alors, généralement, quand on classe les inégalités environnementales, on distingue suivant les agents, et puis on distingue entre ce qu'on appelle les inégalités d'exposition, aux pollutions par exemple, et les inégalités d'accès à des biens premiers ou au contraire à des aménités. Donc on peut rendre compte des inégalités de santé dans la façon dont la pandémie a affecté des populations différentes, en parlant aussi d'inégalités d'exposition. Ça a été les travailleurs, tous ceux qui n'ont pas pu travailler en télétravail et qui étaient au contact les uns des autres, au contact d'autres personnes,
ont été plus affectés, donc ceux qu'on a appelés les premiers de corvée, hein, d'où le féminin du livre de Godillère, hein, c'est d'abord bon, les aides-soignantes, toutes ces professions du care qui ont été particulièrement affectées. On peut dire aussi que c'est des inégalités d'accès, parce que suivant qu'on vivait à l'étroit dans un petit appartement ou qu'on avait un grand appartement, une maison, un jardin, bon, le type d'accès donc on avait à l'habitat, on était. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est que à bien regarder les inégalités de santé que l'on rencontre dans la pandémie, on se rend compte qu'il y a plus. Et ça aussi, c'est Jean-Paul Godillère et ses co-auteurs qui l'ont bien mis en évidence en disant, bon, c'est une pandémie, c'est-à-dire ça touche tout, hein, mais c'est aussi une syndémie, c'est-à-dire ça rassemble, c'est-à-dire, ont-ils dit, ça compose la composition entre un risque infectieux, bon, le SARS-CoV-2, et toute une série de maladies chroniques, obésité, diabète, hypertension, cancer, maladies cardiovasculaires, tout ce qu'on a appelé les comorbidités. On sait à quel point les gens atteints de comorbidités ont été plus atteints et plus gravement atteints que le reste de la population. Or, pour comprendre pourquoi, tout en étant universels, les effets de la pandémie ont été à la fois divers et inégaux, pour comprendre donc la variabilité de ces effets, que ce soit entre individus ou que ce soit entre populations, il faut prendre en cause, il faut envisager cette syndémie, c'est-à-dire ce fait que ce n'est pas une maladie isolée, mais un ensemble de maladies, et cet ensemble de maladies a une situation, une configuration environnementale. C'est suivant les environnements, suivant le type de vie, donc suivant les milieux de vie, qu'on peut comprendre pourquoi certains ont été affectés plus que d'autres. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans le monde entier, et le concept de santé globale s'est beaucoup développé là-dessus, il y a, par rapport aux maladies épidémiques comme le Covid-19, dont on a l'impression qu'il touche des populations, des individus distincts, les maladies chroniques, qui sont des maladies qui sont liées au mode de vie, qui sont liées au milieu de vie, qui sont liées aux formes de vie, ont, dans les pays développés comme dans les pays peu développés, une importance grandissante. Autrement dit, la dimension environnementale des maladies prend de plus en plus d'importance et elle est essentielle pour comprendre les inégalités dans la façon dont on est affecté par des maladies. Donc, bon, voilà rapidement présenté bon, ce que je voulais dire sur les inégalités, pourquoi les inégalités environnementales sont des inégalités sociales, mais qui ne touchent pas seulement la dimension économique, mais qui touchent la façon de vivre, le bien-être, la santé, et en quoi non seulement la pandémie rentre dans ces catégories, mais nous apprend plus. Donc maintenant, bon, anticiper, m'a-t-on demandé, hein, pour éviter le pire. Alors, je crois qu'on peut résumer ce que je viens de présenter en disant la pandémie, c'est une crise sanitaire, mais on peut dire que c'est une crise de l'habitabilité de la Terre, hein. D'une part, les zoonoses émergentes comme le Covid-19 sont très liées à notre façon d'habiter et d'habiter mal la Terre. Et d'autre part, suivant les façons dont on habite la Terre, suivant les façons dont on interagit avec son milieu, on sera plus ou moins affecté. Et les plus vulnérables sont les plus affectés. Donc, ce que nous apprennent les inégalités, c'est notre dépendance par rapport à l'environnement, et que cette dépendance nous affecte d'autant plus que nous n'avons pas les moyens d'autres façons de vivre, que nous sommes très dépendants d'un milieu donné dans notre façon de vivre. Donc, laisser les inégalités se développer, c'est accroître la dépendance, c'est d'une certaine façon être encore plus démunis devant, il y en aura d'autres, zoonose qui viendra. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut connaître cette dépendance, hein, si vraiment prendre le point de vue des inégalités, c'est se rendre compte à quel point le milieu de vie est important,
il faut pouvoir le connaître. Alors, pour éclairer à quel point finalement, nous connaissons mal cette dépendance et que nous avons besoin de la connaître mieux, anticiper pour éviter le pire, je voudrais prendre deux citations pour aller un peu plus vite d'Aldo Leopold. Aldo Leopold est un forestier américain de la première moitié du XXe siècle qui a laissé à la fin de sa vie un livre qui s'appelle Almanach d'un comté des sables. Et qui est un peu la référence d'éthique environnementale, non seulement pour les Américains, mais si jamais je vous recommande de le lire, ça sera pour vous aussi une référence. Donc c'est quelqu'un qui a apporté une réflexion sur nos rapports avec notre environnement, pas seulement une défense de la nature. Et il dit, j'ai retenu deux choses qu'il dit. La première, et je crois que ce que j'ai présenté le montre, hein, l'écologie, dit-il, nous apprend qu'aucun animal, même pas l'homme, ne peut être considéré comme indépendant de son environnement. Et c'est ce que la pandémie, dans ses inégalités, dans la différence de ses impacts, nous fait ressentir. La deuxième chose, écrit-il, et c'est dans la présentation donc, de son livre de référence, qui est l'Almanach d'un comté des sables, hein, qui est traduit en français et que vous pouvez lire. Et c'est intéressant de voir, il écrit ça en 1948, mais je crois qu'on pourrait l'écrire encore aujourd'hui. Hein. Notre société du toujours plus, toujours mieux se comporte à présent en hypocondriaque, tellement obsédée par sa propre santé économique qu'elle en a perdu la capacité de rester saine. Alors bien évidemment, le terme de santé est une métaphore, mais cette façon de dire que nous sommes tellement obsédés par nos résultats économiques que nous ne voyons plus notre santé plus générale et que nous sommes surpris, par exemple, par des pandémies, ça me paraît mériter qu'on s'y arrête un peu pour terminer. Sur deux points. Bon, quand Léopold écrit ça, on est en train d'adopter le PIB, hein, le produit intérieur brut, comme indicateur de la santé économique, et ça reste toujours. Or, nous savons que le produit intérieur brut, le PIB, est de plus en plus décorrélé d'autres indicateurs plus sociaux, de bien-être, justement, d'éducation. Bon. Et nous savons aussi que le PIB ne nous permet pas de savoir si tout l'argent qui a été développé, c'est en destruction de l'environnement ou en restauration de l'environnement. Donc, ça ne nous donne aucune idée de notre situation environnementale. Or, je crois que c'est d'autant plus important si on réfléchit un peu sur la façon dont finalement nous avons abordé cette épidémie. Comme si, alors je vous ai dit, il y a une histoire, il y a une écologie de l'origine du virus. Elle n'est pas complète d'ailleurs, on ne sait pas très bien comment le SARS-CoV-2 est passé des chauves-souris à des humains. Il y a un autre intermédiaire qui pose problème. Mais il y a une écologie. Mais une fois qu'il a pris l'avion, si je puis dire, hein, que le virus se répand, suit les lignes aériennes, et bien, on fait comme s'il n'y avait plus que les populations humaines. Et bon, un historien des sciences dit, nous avons choisi le point de vue de la contamination, c'est-à-dire que nous avons fait une étude épidémiologique des populations atteintes en suivant le développement du virus, et nous n'avons pas fait une étude de la configuration, c'est-à-dire finalement une étude de l'écologie du virus. Hein, ce n'est pas parce qu'il est sur les humains qu'il a une sorte de vie hors sol. Et au contraire, on a vu à quel point la question de la comorbidité ramène vers l'écologie. Donc, ramène vers ne pas se limiter simplement au point de vue de la contamination, mais prendre en compte le point de vue de la configuration, c'est-à-dire l'ensemble complexe écologique dans lequel nous recevons ou nous débarrassons du virus. Je dirais que c'est toute la différence, alors que faisait un philosophe des sciences, Canguilhem, entre nos indicateurs, ça saisit la normalité. C'est des paramètres viraux de la même façon que quand on va à l'hôpital, on saisit vos constantes.
Mais ça ne nous donne aucune idée de la santé, ce dont Léopold parlait en disant une société saine, c'est-à-dire notre rapport vécu à l'environnement et la façon dont à la fois nous recevons les contraintes de cet environnement, mais nous sommes capables de les modifier. C'est pour ça que je disais, nous avons besoin d'autres indicateurs, mais nous avons peut-être des indicateurs, si je reprends la métaphore de Léopold, non seulement de santé économique, mais aussi de santé écologique, mais nous avons aussi à passer du point de vue de la normalité au point de vue de la santé, c'est-à-dire des dimensions plus subjectives qui ne peuvent pas uniquement s'objectiver dans des postulats. Sinon, et je terminerai là-dessus, ouais, j'ai une conclusion. Sinon, je terminerai là-dessus. Après avoir déclaré la guerre au virus, puis avoir compris que ça n'avait pas grand sens, on a dit il faut vivre avec le virus. Mais tant qu'on n'aura pas une écologie, on ne vivra pas avec le virus, on vivra malgré le virus. C'est-à-dire qu'en fait, on n'anticipera rien du tout. Voilà, je voulais essayer de montrer ça. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui m'ont invité à intervenir et qui ont permis que cette intervention soit possible par des quantités d'interventions diverses. Je remercie donc tout le monde. Merci.